bienvenue dans le cercle de femmes Alma Mater, la mère nourricière. Aujourd'hui, nous allons parler d'épanouissement, d'ambition, de perfectionnisme et aussi de charge mentale. Charge mentale dont on parle beaucoup en ce moment et particulièrement depuis à la suite de cette pandémie qui n'a rien arrangé pour les femmes. Il existe toutes sortes d'articles qui parlent de ce sujet. Si ça vous intéresse, je pourrais mettre certains liens dans la description de la vidéo. Donc, on va poser ces questions-là et essayer d'y répondre, essayer de vous donner des pistes, hein, toujours dans le but de vous inspirer, de semer un petit peu des graines dans vos cerveaux pour vous faire réfléchir et vous faire avancer, évoluer. Donc, les questions d'aujourd'hui, ce sera principalement comment s'épanouir en tant que femme quand on est ambitieuse, perfectionniste et exigeante, comment gérer la charge mentale. Et à travers mon parcours et celui de deux femmes fortes, inspirantes et combattantes, vous allez découvrir dans cette vidéo des pistes pour y arriver. Je m'appelle Guylaine, j'ai 47 ans, je suis une femme, une entrepreneure, une mère, une amie, une compagne. Je suis une hypersensible et une hyper-perfectionniste. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet et ça m'intéresse tout particulièrement. Et aujourd'hui, pour nous accompagner dans nos prises de conscience, j'ai le grand plaisir de recevoir deux invités. Amélie Soupa, qui est art coach et créatrice de bijoux et d'objets colorés, que vous pouvez voir sur elle, elle a des magnifiques oreilles. Et Dorine Ashton-Wagner, qui est recherchiste et leader en entrepreneuriat féminin. Donc, je mettrai tous les liens vers tous les réseaux sociaux de ces dames dans la description de la vidéo. Et pour lancer les premiers échanges, alors je ne vous dis pas qui va parler en premier, enfin voilà, on s'arrange comme on veut. Et la première question que je vais vous poser pour lancer la question du jour, c'est peut-être qu'est-ce que la charge mentale, comment mieux la gérer, s'il y a un moyen de mieux la gérer, et comment se libérer du perfectionnisme qui peut alourdir ou pas cette charge mentale. Voilà, on va commencer comme ça. Alors, qui peut... Voilà. C'est que, je pense que, combien de temps on a, Guylaine? On pourrait être ici pendant 3-4 heures au moins. C'est ça. Amélie, je vais peut-être démarrer la conversation un petit peu. Je dois admettre que pour moi, la charge mentale, c'est pas nécessairement quelque chose dont j'étais vraiment consciente, possiblement avant d'entreprendre mon projet de recherche. Puis, juste pour faire un petit recul, c'est que j'ai eu ma propre entreprise de 98 à 2016. Mon conjoint et moi, on a vendu l'entreprise à ce moment-là. Et puis, je me trouvais un petit peu trop jeune quand même pour prendre ma retraite. Alors, j'ai décidé, qu'est-ce que je vais faire quand je vais grandir. Et puis, j'ai grandi et je suis retournée à l'école. Alors, j'ai entrepris ma maîtrise pour étudier l'entrepreneuriat féminin, tout spécifiquement. Et puis, la charge mentale, c'était quelque chose que j'ai constaté qui existait dans les projets de recherche, ce qui a été fait sur l'entrepreneuriat féminin. Puis, c'est pas quelque chose que je m'étais rendu compte. C'est quelque chose qui existait peut-être dans ma tête, dans ma vie, mais je crois que souvent, on ne sait pas qu'est-ce que c'est parce que ça fait partie de qui on est. Et puis ça, c'est dans ma tête, moi, c'est la petite souris qui gratte et qui essaie de grimper et puis est sur une roue. Et puis souvent, c'est ça n'arrête pas de penser dans ma tête. Pour moi, c'est ça. La charge mentale, c'est l'impossibilité d'arrêter la petite souris dans ma tête. Et pour toi, Amélie? Je rejoins totalement ce que tu as dit, Dorine. J'en avais pas, moi non plus, tellement conscience jusqu'à ce que j'ai mes enfants, finalement. Quand j'ai eu mon fils, en fait, j'ai repris le travail très, très vite. Donc, en fait, j'ai juste pris le congé maternité. Grosse erreur de ma part. Enfin, grosse erreur. Après, il y a toujours quelque chose à apprendre derrière, mais en tout cas, sur le moment, ça a été très, très violent. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai repris mon travail, où je me suis rendu compte que, en fait, il fallait que je gère mon fils à la maison, que je gère mon travail, que je gère plein de choses. Et toutes ces choses,
ont fait que effectivement j'avais le cerveau qui était sans arrêt en train de réfléchir, en train de penser. Il faut pas que j'oublie ça, il faut que je pense à ça, il faut que je fasse ça. Et en fait, il ne s'arrêtait jamais, jamais, jamais. Et moi, ça m'a conduit jusqu'à un burn-out. Alors, une première fois, j'ai fait une dépression du postpartum et ensuite, un an après, j'ai fait un burn-out. Donc, ça m'a conduit jusque-là d'avoir jamais le cerveau en fait qui stoppe. Voilà, moi, je vois ça comme maintenant, j'en ai conscience, effectivement, mais c'était sur le moment vraiment un poids. C'est un poids en fait que la société nous met. Euh, alors, des fois, c'est conscient, mais c'est souvent inconscient aussi. Je pense que la plupart du temps, c'est inconscient. C'est un poids immense qui fait que la femme ne s'arrête jamais en fait de penser, de réfléchir. Il y a tout le temps quelque chose qui tourne en boucle. Et moi, ça m'empêchait même de dormir. Donc, c'est vraiment toute la journée, toute la nuit. Tu as sans arrêt cette pression incessante qu'on te met dessus et tu n'as trop rien demandé en fait. Hein. Le côté inconscient, c'est vrai que je pense qu'il vient du fait que il y a des générations derrière nous de femmes qui ont fait les choses comme ça. Et je trouve que notre génération, on est justement en train d'essayer de bousculer ça. Je pense que, enfin en tout cas moi j'ai 47 ans, je pense que il y a une partie, en tout cas des femmes que je connais en France, hein, dans le contexte français, parce que je ne connais pas encore assez le Canada, j'habite au Canada depuis 9 mois, donc ce n'est pas assez long pour dire. Mais en tout cas dans mes amies françaises qui sont de la même génération que moi, on a essayé de faire le grand écart. On a essayé de faire à la fois comme nos mères qui, pour certaines, enfin la mienne n'a pas travaillé pendant longtemps, elle s'est occupée de nous. Elle a recommencé à travailler quand on était pratiquement sortis de l'adolescence, on va dire. Donc on a essayé de faire comme nos mères, c'est-à-dire à la fois de s'occuper des enfants et puis avec toutes ces années 80 en France et justement l'émancipation de la femme, les mouvements féministes aussi qui ont fait la pilule, enfin on va pas refaire toute l'histoire, mais voilà. Et on a essayé en même temps d'avoir la carrière, les ambitions professionnelles. Et donc, mais enfin, moi des fois, on a les cheveux comme ça, on n'y arrive pas, enfin, ça rend folle parce que on a, enfin, moi, toutes les amies avec qui je discute, alors, on est des femmes fortes, je ne sais pas d'où alors moi, j'en ai déjà parlé, mais j'ai une force en moi, mais je la remercie tous les jours. Je ne sais pas d'où elle vient. Peut-être qu'elle vient de toutes ces femmes qui sont derrière moi et qui m'ont transmis, voilà. Mais heureusement que j'ai cette force-là parce que des fois, je regarde tout ce que je fais puis je me dis: «Waouh, enfin, mais c'est fou, quoi. Enfin, c'est fou tout ce que j'arrive à faire». Et oui, cette charge mentale, c'est vrai qu'on la sent d'autant plus quand on a des enfants parce que bah, moi, on va dire que ça a empiré mon côté perfectionniste parce que j'essayais de tout faire, tout comme il faut. Alors à la fois préparer des tartes parce qu'il fallait qu'ils mangent bien et en même temps je travaillais 40 heures, enfin oui, 40 heures par semaine en Suisse. C'est juste en fait. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas appelé ça un burn-out parce que ça m'a jamais empêché de faire. C'est pas aller jusqu'au moment où j'arrivais plus à travailler. Mais en tout cas, j'ai fait une dépression postpartum aussi, ça c'est sûr. D'autant plus que j'étais seule en fait pendant les 3 premières années de vie de mon petit garçon. J'étais toute seule avec lui la semaine parce que mon mari qui travaille sur des chantiers dans la construction, il était loin toute la semaine et il venait que le week-end. Donc j'ai repris le travail au bout de 4 mois aussi. J'ai été nommée manager d'une équipe. J'avais un petit garçon à m'occuper toute seule la semaine. Quand je regarde ça, enfin, j'ai envie de me prendre dans les bras puis de me dire mais en même temps c'est fou parce que tu aurais dû vraiment, enfin je sais pas, j'aurais peut-être dû faire différemment puis en même temps je me dis bravo, mais je sais pas si c'est tellement bien d'avoir je suis pas forcément fière d'avoir fait tout ça parce que ça m'a beaucoup abîmée aussi quoi. Enfin ouais, c'était vraiment, Mais en c'était un fait, c'est rythme fou. usant. C'est usant. En fait, c'est sans arrêt. Donc finalement, tu t'uses, non seulement tu uses le corps, mais en plus tu uses le mental et tout ce qui est psychologique. Hein. C'est vraiment, ça te pompe l'énergie. Hein. Absolument. Il y a une des femmes dans mon projet de recherche, justement, j'ai étudié la résilience entrepreneuriale des femmes propriétaires d'entreprises dans un milieu rural durant la pandémie. Alors, une des femmes qui m'avait décrit, pour elle, la charge mentale, c'était vraiment elle avait réussi à déléguer, aller faire les épiceries à son mari, mais elle me disait, mais il faut encore que je m'inquiète de
qu'est-ce qu'on a encore dans le frigidaire pour pouvoir lui donner, de faire la liste, lui donner la liste. Est-ce qu'il a bien lu? Est-ce qu'il l'a avec lui? Est-ce qu'il a surveillé les aubaines, des choses comme ça? Alors, elle se tracassait tellement de cette liste qu'elle disait, ce serait peut-être plus facile si moi j'irais moi-même. Oui. Ah oui. Dans le fond, c'était quasiment d'admettre une défaite. Et puis, mais c'est et de lui laisser la tâche que ce soit son conjoint qui était parfaitement capable là, dans sa... C'est pas quelqu'un qui était absolument nul en ce qui concernait aller faire les épiceries, mais c'était de lâcher prise. Oui. Et puis c'est ça, c'est pour peut-être avancer un petit peu la conversation au sujet du perfectionnisme, pardon. Et c'est vraiment de lâcher prise parce on dirait que on s'est tellement mis sur les épaules en ce qui concerne le rôle de mère, de sœur, de nièce, de petite fille, tout ça. Et l'autre, le fardeau aussi professionnel, nos rôles, c'est qu'on a ça sur les épaules et puis on dirait qu'on doit tout contrôler. C'est ça le perfectionnisme, c'est de contrôler à l'extrême. Et puis, ne pas lâcher prise, c'est ça, dans le fond, souvent, on ne sait pas comment non plus. C'est facile de dire lâcher prise, mais c'est pas facile de le faire, dans le fond. Ouais. Oui, puis ce qui est dur, je trouve, enfin, en tout cas pour moi, le perfectionnisme, il est que par rapport à moi-même. Hein. C'est pas pour qu'on me dise, ah, t'as bien fait. Alors parfois, il y a un peu de ça, j'aimerais bien qu'on me dise merci ou bravo, mais enfin bon, je sais très bien que la reconnaissance, faut pas, enfin, c'est moi-même qui dois me la donner. Mais c'est vraiment, moi, c'est vraiment une exigence, c'est un perfectionnisme par rapport à moi-même et qui me brûle toute mon énergie, en fait. Voilà, c'est complètement absurde, mais comme tu l'as dit, Dorine, c'est très facile de dire je vais lâcher prise, mais le faire, moi, ça fait des années que j'essaye et je crois que je commence un petit peu à comprendre et je commence un peu à arriver à le faire parfois. Donc, c'est pas gagné encore. Après, je pense que c'est toujours la même chose, enfin, réussir à trouver l'équilibre parce que je suis comme toi, c'est à l'extrême, hein. Mon perfectionnisme, c'est vraiment... Mais je pense que justement en travaillant en plus sur moi, justement avec Maxime tout à l'heure, on en a parlé, mais c'est enfin, de trouver l'équilibre entre quelque chose qui te permet quand même de mettre en place. Moi, je vois pour mon activité à moi, pour mettre en place, par exemple, des ateliers, par exemple, créatifs ou des ateliers de neuroart, etc. Mais que ça ne vienne pas me freiner non plus et que finalement, je me dis, bon, ben, je veux mettre la barre trop haute, trop haute, trop haute, trop haute. Et au final, en fait, je ne crée rien parce que du coup, je suis tellement bloquée parce que je veux que les choses soient tellement parfaites et je mets la barre tellement haute que finalement, et ben, au final, il n'y a rien qui sort. Et je pense que enfin, ça marche pour plein de choses comme ça, mais arriver à trouver son propre équilibre, alors c'est parfois assez instable, hein, mais enfin, être en recherche, enfin, en tout cas, moi, je sais que j'essaye constamment, tu vois, de me réajuster, de me dire, bon, c'est peut-être pas parfait, mais on se lâche un peu la grappe. Et puis bon, ce que tu as fait, ça peut déjà sortir comme ça et c'est déjà très bien. Quitte à repasser après derrière et à refaire une deuxième édition ou à refaire peut-être une deuxième fournée. Mais ouais, lâcher prise, c'est assez difficile quand on se met déjà la barre. Alors, moi, un des remèdes que j'ai trouvé assez récemment, c'est aussi grâce à Maxime. Hein, on va lui faire une spéciale On va dédicace. lui faire une... C'est vrai que le perfectionnisme, en tout cas, enfin, chez moi, tout est beaucoup rattaché au faire, parce que je suis une personne qui suis beaucoup dans l'action et dans le faire. Donc le perfectionnisme, en plus, alors c'est je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, et ça devient une liste de choses à faire qui me T'as une barre. liste à rallonge. Aucun Ouais. plaisir, en plus, j'ai aucun plaisir à le faire. Il faut vider le lave-vaisselle, il faut ranger la machine, il faut plier les draps, ou je ne sais pas quoi. Et du coup, je fais comme un automate et il n'y a aucun plaisir dans le faire. Et ce que je commence à comprendre, c'est prendre des moments pour être et du coup être moins dans le faire. Et ce qui fait que quand je fais des choses, comme je me suis remplie plus aussi dans l'être,
eh bien, je fais ces choses d'une manière différente. Je ne les fais plus en me disant «Ah, mais qu'est-ce que j'en ai marre de faire ça». Enfin, des fois, dans ma tête, il y a toutes les insultes et les gros mots imaginables parce que c'est chiant à faire. Enfin, voilà. Donc, Mhm. il y a aussi cette notion, moi, que j'aimerais introduire pour donner des pistes voilà, de développement, c'est d'être plus dans l'être, faire des activités qui nourrissent l'être pour ensuite, enfin ensuite ça rayonne partout et ça change les choses partout. Mhm. Absolument. Puis, c'est intéressant d'explorer ça parce que une des pistes que j'étais pour offrir est reliée à ça, dans le fond. C'est une de mes femmes entrepreneurs qui m'a offert à un moment donné, elle me disait que souvent, surtout avec les coachs qui travaillent du côté marketing, qui nous donnent des recettes, comment avoir euh, plus de personnes qui nous suivent sur Instagram et tout l'aspect des médias sociaux, des fois, c'est que c'en est trop. Et puis, elle m'expliquait que pour elle, vu qu'on est dans un milieu rural, de voir son entreprise et le fait de ce qu'elle opérait, c'était de voir ça comme étant un jardin. Et puis elle, elle est jardinière. Puis quand on est jardinière, on ne peut pas être parfait parce qu'il y a les intempéries. On le sait, au Canada, on vient de planter nos tomates et puis là, ça va descendre à -3 dans quelques jours. Alors, on ne peut pas tout contrôler. Puis d'ailleurs, souvent, faut fertiliser, on les met dans la merde et tout ça. Alors, c'est ça de cultiver son entreprise et on ne peut pas être perfectionniste dans ce temps-là. Alors, c'est relié au fait de lâcher prise parce qu'on ne peut pas tout contrôler, mais il y a un certain romantisme, je crois, quand on parle de cultiver un jardin, d'avoir des belles fleurs, de pouvoir euh, planter les légumes qu'on veut et tout ça. Et puis, si on regarde ça de cet œil-là, ça nous donne peut-être une manière euh, peut-être un petit peu plus abstraite, évidemment, on n'est pas tous en campagne, mais de pouvoir créer un point de vue envers notre entreprise, envers nos activités professionnelles pour vraiment pouvoir lâcher prise. Parce que n'importe qui a fait du jardinage le sait qu'on ne peut pas être parfait. Oui, exactement. Amélie, ça t'inspire d'autres choses? Moi, je pensais aussi à alors cultiver le jardin, oui, et cultiver aussi l'environnement qu'il y a tout autour. Et moi, je vois la différence maintenant quand par rapport à mon burn-out avant. Et en fait, j'ai le avant et j'ai le après. En fait, je me suis débarrassée, si tu veux, de toutes les personnes qui ne me correspondaient plus. Alors, c'est vrai que sur le moment, c'est assez compliqué à se dire que ben, il n'y a plus personne autour de toi. Mais c'est juste que ces personnes ne te correspondaient plus pour ce que tu avais besoin. Et c'est vrai qu'en s'entourant peut-être de personnes qui sont comme toi, ou alors en tout cas qui essayent de réfléchir comme toi, qui essayent de développer des projets, développer des choses, qui sont aussi très perfectionnistes, qui ont aussi du mal à lâcher prise. Ça aide aussi, je trouve, tu vois, à remettre dans le contexte, à se dire, bon, je suis peut-être allée trop loin, c'est peut-être, je me demande peut-être trop de choses. Et moi, je sais que maintenant que j'ose dire que j'ai trop de choses en tête, qu'il y a trop de trucs qui tournent, et ben, du coup, ça se passe mieux parce que en ayant cet entourage-là que j'ai aujourd'hui, ils arrivent, tu vois, à faire en sorte que ben, j'arrive à me recentrer juste avec quelques mots. Donc, je pense que l'environnement aussi extérieur est hyper important quand tu es ultra perfectionniste parce que voilà, de bien s'entourer et d'avoir des personnes qui arrivent à te recentrer et à te dire bon là, tu es parti trop loin, reviens, reviens à des choses peut-être un peu plus faciles peut-être à mettre en place et à réaliser. Je pense que c'est aussi important d'en parler. Oui, oui, c'est clair d'avoir des personnes. Moi, je sais que je fais partie aussi d'associations de femmes entrepreneurs et ça fait tellement de bien de parler à des gens juste qui me comprennent. Parce que si tu parles de ça à quelqu'un qui est salarié, bon, moi j'ai connu ce que c'est le salariat, c'est pas encore trop loin, mais juste, enfin, voilà, c'est tellement, le changement est tellement drastique entre les deux mondes que
que si on parle de toutes nos préoccupations à quelqu'un qui est salarié dans une entreprise, il ne comprend absolument pas de quoi on parle. Et puis même, il se dit, oh là là, mais elle exagère. Non, non, on n'exagère pas. C'est vraiment, des fois, c'est un peu cataclysmique, quoi. Donc, oui, ça, c'est sûr que c'est hyper important. Et ça, moi, j'encourage toutes les femmes. Moi, la meilleure décision que j'ai prise en arrivant ici au Canada, en plus, donc, comme j'ai changé de pays, il faut... Et en plus, tout l'aspect culturel, l'intégration à prendre en compte. Mais la meilleure décision que j'ai prise, c'est de me prendre une adhésion à une association de soutien aux femmes entrepreneurs. Parce que ça fait un tel plaisir régulièrement de pouvoir discuter. Et puis là, on est en processus de former un espèce de cercle de femmes entrepreneurs pour se parler régulièrement, pour soumettre ses difficultés, ses problématiques, s'entraider, se rendre des services. Enfin, ça a sauvé ma santé mentale, parce que c'est vrai qu'en arrivant ici, on repart déjà de zéro dans tout. Là, moi, en plus, j'ai donc lancé mon business. Donc, c'est vrai que ça faisait beaucoup, beaucoup de choses. Là, mon cerveau, il était proche de... Voilà, je pense que c'est important parce que ça te permet justement de décharger en fait tout ce Oui, trop-plein que tu as. Et des fois, même juste t'en parler, déjà, ça va beaucoup mieux. Rien que de l'exprimer, de le verbaliser, c'est vrai que déjà, je pense que ça aide beaucoup. Absolument. Puis d'ailleurs, dans mon projet de recherche, une source de résilience, quelque chose qui va rehausser qu'est-ce qu'on a déjà, puis peut-être qu'est-ce qu'on a de besoin en tant que résilience et en entrepreneuriat, c'est vraiment la connexion avec d'autres femmes entrepreneurs qui comprennent qu'est-ce que c'est exactement comme tu viens de nous décrire, Guylaine. Absolument. Alors, je vais faire justement, ça me permet de faire le lien aussi avec le côté ambition, ambition professionnelle, où moi, je relie de nouveau, enfin, ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est très bien d'être ambitieuse, mais pour quelqu'un comme moi qui suis exigeante et perfectionniste, ça rajoute une brique supplémentaire sur la charge. Donc, c'est de ne pas se laisser dominer par cette ambition, c'est-à-dire de ne pas retomber dans le travers de je veux réussir, alors il faut que je fasse, et que si je fais rien, ça ne va pas avancer. Enfin voilà, moi j'ai toujours un peu ça. Et j'apprends en fait là depuis, on va dire, c'est assez récent, hein, c'est depuis peut-être un mois, maintenant ça fait un mois, que quand je sens que j'ai besoin d'une pause, je m'en fiche si j'ai plein de trucs à faire. Je fais une pause, je vais me balader. Alors moi, voilà, j'ai des goûts qui sont personnels. Donc moi, j'aime l'art, j'aime peindre, j'aime faire du dessin. J'aime apprendre, donc j'aime lire, j'aime aussi me balader dans la nature, donc, et puis j'aime faire de la méditation, parce que j'ai découvert une façon de faire de la méditation qui me convient, ce que je n'avais pas encore trouvé jusqu'à maintenant. Et maintenant, tous les 2 jours, enfin, j'alterne. Voilà. Un jour, je fais une balade avec des étirements, un jour, je fais de la peinture et de la méditation. Enfin, voilà. Et en fait, je n'hésite plus, puisque je me suis aperçue, maintenant que ça fait presque un mois que je le fais, que l'énergie est en train de revenir petit à petit. Comme je me ressource, ça me redonne de l'énergie. Et en fait, après, je suis plus efficace et l'inspiration revient, j'ai plus d'idées. Enfin voilà, j'ai le cerveau qui est apaisé, qui est ressourcé, donc ça marche. Absolument. Puis c'est vrai parce que on dirait que d'insérer ces pauses-là, ça nous permet évidemment de pouvoir repenser à qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et puis pour moi, ça a été, on parlait de méditation, etc. Je suis allée chercher à un moment donné, c'était un livre sur Audible, alors c'était un livre audio. Et puis il faudrait quasiment que je regarde encore le titre, mais c'était sur le stoïcisme. Puis quand on parle souvent de la philosophie grecque du stoïcisme, c'est de ne pas avoir d'émotions, de garder ça à l'extérieur de nous, tout ça. Le livre m'a vraiment appris que ce n'est pas nécessairement de se couper émotionnellement, mais c'est vraiment de viser notre pratique et ne pas nécessairement toujours rattacher nos activités. Puis là, je pense malheureusement juste en anglais, les relier à outcome, c'est quoi en français? Un résultat extérieur. Mais quand on est peintre, oui, c'est sûr, on fait de la peinture, tout ça, mais souvent, ce qui nous ressource, dans ton cas sûrement, Guylaine, c'est le fait de peinturer. Oui, oui, oui. Et non, qu'est-ce que ça va avoir l'air au bout de la ligne? Alors, c'est de se concentrer sur notre pratique
et non sur les résultats que ça va produire. Encore là, c'est toujours plus facile de l'expliquer nécessairement que de le faire en pratique. Mais moi, ça m'a permis de viser ce que je voulais faire, le type de femme que je voulais être et non les résultats extérieurs, c'est-à-dire le taux de mes ventes. C'est sûr qu'il faut faire des sous, il faut payer, il faut gagner sa vie, mais est-ce que c'est important que j'aie une nouvelle voiture dans la cour au lieu d'avoir celle qui a déjà 3 ans? Peut-être pas. Alors, c'était de reviser l'aspect intérieur de notre pratique et non les résultats extérieurs. Mhm. Bah, en termes de peinture, là, je vais aussi laisser la parole à Amélie, parce qu'Amélie, elle est dans un univers très coloré, justement, le art coach. Moi, c'est aussi les couleurs dans la peinture. C'est les couleurs, elles ont un pouvoir chez moi qui est assez... Enfin, parfois, rien que de regarder mes feutres de couleurs, ça me fait du bien. Ça apaise. Voilà. Oui, je suis comme toi. Et moi, des fois, il me suffit juste d'ouvrir, tu sais, juste la palette et de voir les couleurs. Après, moi, je suis un peu comme toi. Du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu ritualisé. J'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, voilà, ça y ressemble quand même. Parce que j'ai besoin, en fait, chaque jour de recharger un petit peu ma dose d'énergie. Donc, en fait, même si ça dure pas très longtemps, même si je prends que 20 minutes, une demi-heure pour patouiller, tu vois, directement les mains dans la peinture, faire juste un petit collage. Mais par contre, je sais que tous les jours, il faut que je le fasse. Et là, je sais qu'en ce moment, là, depuis une petite semaine, bien oui, ça va faire une semaine, où j'ai l'énergie, tu vois, qui recommence à descendre parce que je suis sortie un petit peu de ça et que j'ai pas créé tous les jours, j'ai pas pris le temps de faire mes petits rituels chaque matin. Et en fait, là, je sens que l'énergie, ça va pas du tout. Donc, je sais que j'en ai besoin. J'ai essayé de passer au travers, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, je vais tenter. En fait, non, c'est impossible. On se fait attraper tout de suite. Dès qu'on arrête, on sent que ça ne va pas. Donc, Oui, ouais. Donc, je pense que c'est important aussi de ritualiser ces journées et de prendre ces temps pour soi. Et c'est pas forcément... Enfin, moi, je préfère prendre un petit peu tous les jours plutôt que de prendre, je te dis n'importe quoi, 2 jours complets alors que ça fait 10 jours que tu n'as rien fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est le mieux pour moi. Absolument. Entièrement d'accord, Émilie. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que là, tu parlais de prendre des temps de repos. Ce que j'ai aussi, enfin, plus intellectualisé que expérimenté. Enfin, ce que j'ai expérimenté, c'est que je me disais, bon, aujourd'hui, parce que c'est vrai que le rythme canadien, en tout cas, si on veut parler moi, on s'est un petit peu calé sur le rythme de l'école, puisque j'ai un fils qui est à l'école. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de vacances qu'en France. En France, toutes les 6 semaines, 8 semaines, à peu près, il y a des vacances scolaires. Donc, ça changeait aussi un petit peu le rythme de la famille, puisque Elliot était en vacances, il partait chez ses grands-parents, donc ça nous laissait, nous, du coup, du temps pour être en couple. Enfin, voilà. Là, il y a beaucoup moins de vacances, donc c'est vrai que le rythme, il est assez... Et puis, parfois, je réalise, je me dis, mais c'est vrai, d'habitude, je prends un peu plus de temps pour moi, et puis là, on ne prend pas de vacances, parce que, du coup, il y en a très peu, donc on s'autorise moins à prendre du temps. Mais les moments où je me prenais du temps, je m'apercevais que je ne profitais pas parce que je me disais, oh là là, mais il va me falloir, il va falloir que je rattrape ça et ça que je n'ai pas fait. Et en fait, ça ne sert à rien. Si je me repose, enfin, si je me repose pas, puisque si je prends du temps et que je suis toujours en train de penser à ce que je vais devoir faire pour rattraper tout ce que je n'ai pas fait, et puis, ça me remet aussi en tête cette idée toujours de faire. Enfin, chez moi, c'est tellement ancré parce que je suis aussi signe de feu un peu partout. Enfin, voilà, je suis vraiment dans l'action. Moi, j'ai une force masculine assez développée. Donc, moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut essayer vraiment de travailler l'être plutôt que le faire. Il faut se détacher un peu du faire. Et pourquoi pas se prendre un jour complet, mais se dire vraiment, là, je prends du temps pour moi. Et peut-être se faire la liste de tout ce qu'on a réalisé et puis de se dire, j'ai déjà fait tout ça. Donc oui, il y a encore plein de choses à faire, mais j'ai besoin de temps pour moi. Je me prends un vrai jour complet où je profite, où
je m'épanouis dans cette journée que je prends plutôt que 3 jours où je vais me dire: «Oh là là, mais j'ai trop de trucs à faire» et enfin voilà. Disons que c'est encore à, on voit bien quand je le dis que c'est pas encore enfin comment dire? J'ai pas encore trouvé une manière de faire, Faut mais l'expérimenter. voilà, c'est vraiment à expérimenter pour trouver un moyen ouais, de pas s'en vouloir, de prendre du temps et de vraiment les remplir pour se recharger. Absolument. Pour enchaîner avec ça aussi, c'est ce que vous dites, il faut expérimenter. C'est vrai parce que ça, c'est d'ailleurs une des théories qui entourent l'entrepreneuriat, d'entreprendre, de créer, de créer son entreprise. Tout ça, c'est d'expérimenter. S'il y avait une formule magique, faites A, B et C, vous allez être millionnaire, on l'aurait toute faite, n'est-ce pas? Alors, puis on se donne, c'est encore relié au perfectionnisme parce que quand on veut être parfaite, on n'essaye pas. Il faut faillir quand on fait une expérience, il faut faillir à un moment donné pour pouvoir en apprendre. Alors, quand on ne se donne pas la permission de faire des fautes, de gâcher quelque chose, de gâcher une peinture, puis de recommencer, de repeindre, euh, on n'est pas vrai entrepreneur. Moi, c'est catégorique mon affaire. Et d'ailleurs, d'essayer d'enlever la couche de perfectionnisme aux femmes, c'est vraiment de normaliser de faire des fautes. D'ailleurs, il y a un mouvement qui est sorti, je crois, d'Israël. Ça s'appelle, c'est un mauvais mot en anglais, mais ça s'appelle Fuck Up Night. Et puis, dans le fond, c'est comme un TED Talk où est-ce que les gens viennent parler des fautes, quand on dit des faillites monumentales en affaires pour pouvoir normaliser comment on reprend le fil après savoir vraiment planté, et puis on se relève et on continue. Et puis, à ce moment-là, quand tout le monde en parle, c'est qu'on n'a plus besoin d'être parfaite. Alors, moi, j'encourage les femmes de faillir. Oui, oui, de faire des gros mots, nights. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que là, du coup, la société, elle montre que le succès. Et c'est vrai, Dorine, ce que tu dis, c'est vraiment. Si on parlait beaucoup plus alors, et d'ailleurs, c'est vrai que le mot erreur ou faute, il est pas correct parce qu'en fait, c'est un apprentissage. Enfin, Oui, quand un bébé, il apprend à marcher, il tombe tout le temps. Et puis, au fur et à mesure, il arrive à se lever, il arrive à marcher. Et c'est vrai qu'on on le reconnaît, on encourage les enfants, les bébés. Mais quand on est devenu adulte, on arrête de le faire alors que c'est la même chose. On devrait se dire, mais tu es en train d'apprendre, donc tu tombes, et puis tu vas y arriver. Et en tout cas, moi, si j'ai aussi un message à faire passer, c'est que bon, j'ai 47 ans, j'ai quand même une vie derrière moi, et je suis arrivée à faire tout ce que je voulais. Finalement, quand je regarde en arrière, tout ce que j'ai voulu, j'y suis arrivée. Ça a été parfois compliqué, ça a été parfois plus long, plus voilà, tout ce qu'on veut, mais je suis arrivée à faire tout ce que je voulais. Donc peut-être l'objectif à garder en tête, c'est juste ça, c'est que je vais y arriver. Le chemin, il sera tel qu'il sera, mais on va y arriver. Moi, je parle jamais d'échec, je parle toujours d'expérience. Parce que finalement, tu apprends toujours aussi de ces moments-là. Tu as toujours quelque chose à en retirer. Puis ça te permet aussi de rectifier et de repartir vers quelque chose qui est peut-être mieux pour toi. Donc c'est vrai que moi, chez moi, tu vois jamais le mot échec. Je parle toujours d'expérience. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur ce que montrent les gens, etc. En plus, aujourd'hui, on a accès à une quantité phénoménale de contenu. Enfin, moi, je le vois sur Instagram, où on a l'impression que tout se fait hyper facilement, que tout est hyper fluide, que quand on sort une offre, eh ben, il y a plein de personnes qui achètent cette offre. Et tu te rends compte qu'au final, derrière, ben, la personne, elle n'a pas forcément fait qu'une seule offre et qu'il y a peut-être un, deux, trois échecs avant. Et quand on gratte un peu, on se rend compte de tout ça. Mais c'est vrai que quand tu arrives et que tu vois une vitrine parfaite où tout est beau, tout est joli, la personne parle hyper bien, c'est hyper fluide et tout, tu te dis, oh là là, comment elle a fait? Donc c'est vrai que c'est parfois aussi compliqué parce que tu as accès à tellement de choses et la société te fait croire que tout est parfait.
dès que tu entames quelque chose, alors que c'est pas du tout le cas. Et Non, moi, c'est ça, faux. j'en parle régulièrement. Je me cache pas quand ça marche et je cache pas non plus quand ça ne marche pas. Et c'est vrai que les gens se disent, ah bah oui, mais en fait, ça marche pas aussi pour elle. Bah oui, c'est normal. C'est des expériences. Puis j'ai trouvé, à travers mon parcours aussi, quand on est honnête avec nos clients et nos clientes et qu'on démontre qu'est-ce qui se passe en arrière du rideau, souvent les gens accrochent plus là-dessus. On est plus humain, on est plus, en anglais on dirait relatable. On se comprend un petit peu plus et puis les gens sont plus à l'aise. Et souvent, ça devient une force. De démontrer nos échecs ou le processus d'apprentissage qu'on a eu. Alors ça, c'est... non, je pense que c'est super, super important. Il faut s'en rappeler d'une femme à l'autre en affaires parce que c'est pas d'être perfectionniste qui va nous mener au succès, dans le fond. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce que en fait, ça... Enfin, dès le moment où il y a un peu de rigidité, enfin moi c'est quelque chose, c'est une phrase qu'on m'a dite et que à laquelle je repense souvent, c'est que moi j'ai tendance aussi à vouloir donner une image. Je dégage quelque chose aussi qui a l'air j'ai besoin de personne, j'arrive toute seule, enfin voilà, alors que c'est complètement faux. Dans la tête, c'est la panique. Voilà. Après, il faut quand même, voilà, il faut quand même se tenir rien que pour présenter une émission comme ça, il faut se tenir. Mais c'est vrai que juste avant, j'étais un peu nerveuse, je relis mes notes, voilà, c'est pas, je suis en train de découvrir ce métier, ça me plaît, c'est pour ça que je le fais, mais vraiment, c'est pas quelque chose, et je vais m'améliorer. Et en même temps, je trouve que c'est bien, justement, moi, je n'ai pas voulu donner tout de suite un côté hyper léché professionnel à mes vidéos parce que voilà, ça se fait comme ça se fait en ce moment avec les moyens du bord et puis c'est très bien comme ça. Et enfin, moi, en tout cas, j'aspire à plus d'authenticité dans tous les domaines de ma vie, et y compris dans les relations et y compris dans cette chaîne YouTube que je veux offrir voilà, je veux offrir aux femmes une image qui est la plus authentique possible, quoi. On n'est pas, je vais essayer en tout cas, de me détacher de ce perfectionnisme qui est pas, voilà, qui est une forme aussi de rigidité dont j'ai plus envie dans ma vie. Je voulais juste signaler, parce que notre conversation de tout à l'heure, ça m'a fait penser à un auteur que j'aime beaucoup. C'est un auteur français, mais il est sûrement distribué. Enfin oui, je pense que de toute façon on le trouve sur des sites ici de librairie au Canada. Mais c'est Fabrice Midal qui a fait donc il est philosophe, il est aussi donc écrivain. Il propose justement c'est par lui que je suis venue à la méditation parce que il est hypersensible aussi. Bon, je ferai prochainement peut-être une émission sur l'hypersensibilité pour expliquer ce que c'est, mais et donc sa façon à lui de faire de la méditation, elle me parle beaucoup et c'est pour ça que j'en fais maintenant. Et il a écrit un livre qui s'appelle Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Où justement il déconstruit toutes ces choses de perfection, où on a une voix toujours qui est dure envers soi-même, on se fout pas la paix, quoi. On est toujours en train de se dire faut que tu fasses ci, t'es pas assez ci, t'es trop ça, voilà. Donc il y a Fabrice Midal qui fait des très bons livres et puis il a une chaîne YouTube aussi. Et puis, je voulais aussi parler parce que moi j'adore lire, donc, et je voulais aussi parler une auteure qui s'appelle Marie-Pierre Dillon Seger et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Feu intérieur, dans lequel justement elle donne plein de routines quotidiennes qui sont faites pour se ressourcer en énergie, pour prendre soin de soi, alors elle, c'est ce qu'elle appelle le feu intérieur. Son livre, il s'appelle Le Feu intérieur. Et voilà, je l'ai commandé, il va bientôt arriver et je suis vraiment très curieuse de le lire parce que donc moi j'ai mis en place aussi des routines quotidiennes et je suis d'un naturel très curieux, donc j'aimerais aussi découvrir des autres routines parce que comme je suis quelqu'un qui aime bien le changement, je pense que ma routine, il va falloir que je l'adapte pour pas que ça devienne ennuyeux ou que je me lasse de certaines choses et que du coup je laisse tomber les routines et que je retrouve mon cercle vicieux de perte d'énergie, etc. Donc, je pense que moi, il faut que je fasse aussi attention aux aspects, changer parfois la routine pour qu'elle reste efficace. Voilà. Absolument. Oui, je viens juste de mettre le livre que j'avais mentionné plus tôt dans le chat. Alors, oui. Moi, je l'ai écouté en anglais, mais encore là, c'est comme... j'imagine que ça existe en français aussi. Okay. Oui.
Tu as des recommandations de lecture aussi, Amélie, par exemple ou, De lecture, pas forcément, parce que je t'avoue qu'en ce moment, je ne lis plus tellement. C'était d'ailleurs ce que je voulais recommencer absolument là pour cette année. J'ai du mal à m'y remettre. Je t'avoue que le soir, je m'endors très très rapidement. C'est bien, tant mieux. Voilà. Donc, j'aimerais m'y remettre. Après, moi, enfin, après, en étant créative, moi, si tu veux, ça ne me gêne pas d'aller piocher un petit peu dans plein de choses pour mettre en place ma routine. Et là, je sais que parce que ça n'a pas fonctionné, parce que je suis restée bloquée sur le collage et parce que j'ai plein de choses en tête et j'ai envie d'essayer plein de choses. Donc, je pense que c'est comme tout, je vais tester une autre façon, une autre routine. Mais c'est toujours pareil, je pense qu'il faut tester pour mettre en place des petites choses. Tu disais que tu as peur de te lasser. Moi, c'est ce qui m'est arrivé du coup. Donc, je sais qu'après, il faut essayer en fait. Moi, je pars du principe que s'il y a quelque chose qui te fait envie, bon, bah tente. Oui, oui. Tente parce que ça peut, je pense, t'apporter quelque chose sur le moment parce que, ouais. Super. Oui, j'avais noté une phrase pour revenir un peu sur ces histoires de prendre du temps, prendre des temps de repos, faire des pauses. Le repos peut servir l'ambition, c'est-à-dire que si on est très ambitieuse, je pense qu'il faut prendre beaucoup de repos. Donc, comme ça permet justement d'aller vers cette ambition, cette réalisation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle d'ailleurs, parce qu'on peut avoir de l'ambition pour sa réalisation personnelle. Donc, le repos, il est vraiment... Enfin, je prends aussi, parce que moi, elle me parle, cette image un peu de guerrière, parce que... mais bon, à l'image d'autres personnes, j'ai vécu des choses dans ma vie qui étaient traumatiques et ça m'a un peu construit en tant que guerrière, c'est-à-dire que je suis assez combative et justement, j'ai cette force en moi qui m'a permis pas de dépasser, parce que d'ailleurs, il y a certaines choses qui m'accompagneront toute ma vie, mais c'est pas que j'ai dépassé ces choses-là, c'est que j'ai réussi à ce qu'on appelle transcender, c'est peut-être un grand mot, mais c'est ça, c'est les transformer, les transcender pour en faire quelque chose. Et puis c'est plutôt d'apprendre à vivre avec ces choses-là que de dire c'est bon, c'est derrière moi, c'est passé, parce que c'est pas passé. Il y a des choses, il y a des blessures qui sont toujours qui sont cicatrisées, mais qui parfois se rouvrent un peu. Enfin bref, voilà. Voilà, je suis allée un peu loin, là, je suis passée de plein d'idées, mais c'est pas grave. Voilà. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur ces... L'ambition, elle est quand même assez mal comprise par la société, moi, je trouve. Pour les femmes, ouais. Ouais, c'est quand tu es une femme et que tu oses dire que tu as de l'ambition, que ce soit professionnel ou personnel, hein, c'est pas toujours bien vu. Et tu es parti un petit peu loin, mais je vais peut-être partir aussi un petit peu loin. Mais moi, on m'a souvent reproché d'être égoïste et de ne penser qu'à moi parce que j'avais de l'ambition, parce que j'étais très perfectionniste, parce que j'avais des choses en tête et qu'il fallait absolument qu'elles soient mises en place. Et c'est vrai que ça m'a valu pas mal de critiques aussi. Donc, ça peut être assez déstabilisant et ça peut être aussi très inconfortable. Si tu es entouré de personnes qui ne comprennent pas et qui n'ont peut-être pas l'éveil ou la conscience que tu as au moment où tu mets tout ça en place, ça peut être très, très inconfortable. Donc là, c'est pareil, je suis partie un petit peu plus loin, mais je pense que la société d'aujourd'hui, elle n'est pas forcément encore prête petit à petit, mais je trouve que c'est encore un peu timide, quoi. Tu as tellement raison, Amélie, parce que encore là, c'est au niveau des études qui ont été effectuées sur les femmes dans des rôles professionnels. Si on pense par exemple aux femmes qui sont en politique, chefs d'entreprise à des hauts niveaux, tout ça, le niveau de critique auquel elles vont faire face est beaucoup plus élevé. Ça a été prouvé à maintes et maintes fois. Et on regarde des femmes qui sont ambitieuses parce qu'elles sont dans un domaine peut-être plus masculin ou plus public ou de pouvoir.
on les critique beaucoup plus. Alors, ça a été démontré. Alors, c'est vrai. C'est déstabilisant et comment on peut y revenir et se recentrer, ça, c'est... ça pourrait être une autre session, je pense que... Oui, hein? Oui. Et ça, oui, ça me faisait penser à d'autres choses aussi, c'est que on a souvent un peu peur de briller. Ça, je vais aussi faire une émission rien que là-dessus, parce que les femmes, on a souvent la première, enfin en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, parce que je ne veux pas faire de généralité, mais moi, ça me fait peur de me mettre au premier plan, d'être dans la lumière, d'être devant. Ça me fait peur. Je me dis, mais pourquoi ça me fait peur? Parce que en fait, c'est juste s'exprimer tel qu'on est. Et justement, tu parlais aussi du fait qu'on t'avait reproché, Amélie, d'être égoïste, mais plus je comprends et plus je prends soin de moi, plus je vois ce que ça fait autour de moi. En fait, ça bénéficie à tout le monde. Ça a un rayonnement qui est justement très, très positif et très beau. Donc, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. C'est vraiment des gens assez voilà, en tout cas, ça réveille chez eux des choses qui sont à régler, mais chez eux. Exactement. Alors Oui. que ça n'a vraiment rien à voir avec de l'égoïsme. Au contraire, moi, je vois depuis que j'ai entamé toutes ces démarches de regarder à l'intérieur de moi, etc., ça en fait bénéficier toutes mes relations. Donc, c'est plutôt très, très positif. Alors c'est vrai, Dorine, ce que tu dis, moi je connais en tout cas pour la partie française, la première fois où il y a eu une première ministre en France, ça remonte aux années 90, elle s'est fait, elle s'est fait offrir d'insultes, de tout ce qu'on veut, et là il y a une femme qui vient d'être nommée Premier ministre. Je pense que ça a changé beaucoup avec toutes les prises de conscience, c'est vrai qu'il y a depuis certaines années avec les mouvements MeToo, des choses comme ça. Mais on n'y est, enfin, voilà, on n'y est pas encore dans plein de domaines. Et quand on voit aux États-Unis le retour de certaines lois qui veulent, enfin là, on est à des, voilà, c'est hallucinant avec tout ce que ça a demandé comme lutte de la part des femmes dans les années 70, etc. Enfin bref. Donc c'est jamais gagné. C'est vrai que ce qui est fou, c'est de constater toujours que ce qui concerne les femmes, c'est jamais gagné. Il faut toujours se battre, il faut toujours être vigilante, il faut toujours. Ouais. On peut pas prendre ça pour acquis. Non, pas dans notre société, c'est vrai. Malheureusement. Et ça, c'est fou. Et en même temps, moi, ça me fait... parce que donc là, je cherche toutes des sources sur les femmes, sur les médias qui sont consacrés aux femmes, etc. Et j'ai vu quelque chose qui est intéressant. Il faut d'ailleurs que je contacte la personne. C'est une femme qui a créé une chaîne uniquement pour les femmes et qui disent en fait, on n'est pas invité, ça s'appelle uninvited en anglais, on n'est pas invité sur les plateaux, on n'est pas invité dans les émissions ou dans les sphères politiques ou les sphères d'entreprise, etc. Donc, on va créer notre propre table et on va s'asseoir à notre table qu'on va créer. On ne demande plus la permission de s'asseoir, on crée notre table, on s'assoit et on discute. Et ça me plaît aussi beaucoup comme démarche. Et je pense qu'il ne faut plus demander la permission, il ne faut plus dire « Ah, bah, j'arrive, je vais me faire ma place ». Non, on prend notre place parce qu'on est là. Enfin, et puis c'est vrai que parfois, je regarde des vidéos puis je me dis « Mais… » Parce qu'il y a un YouTuber là qui dit, c'est un homme d'ailleurs, et je trouve super qu'il y ait des hommes qui nous soutiennent là-dedans et qui dit mais nous ne serions pas là si nous n'étions pas sortis du ventre d'une femme. Enfin, tout le monde, toute l'humanité est là parce que c'est les femmes qui ont enfanté tous les êtres humains. Donc, c'est pas forcément qu'il faudrait plus de respect pour ça, c'est juste que c'est un fait. Les êtres humains viennent des femmes, donc on a la place qu'on mérite, enfin, on doit avoir une place, c'est juste incroyable de devoir demander une place. Après, je pense que tu parlais tout à l'heure de prendre ta place sur, alors je sais pas si tu parlais particulièrement des réseaux, mais j'avais un petit peu les mêmes peurs que toi en fait, en lançant du coup Impulse ton cœur. Et en fait, ça vient par étapes, ça vient petit à petit, je trouve. Moi, tu m'aurais dit il y a 6 mois, fais des stories en face cam, je l'aurais jamais fait. Mais en fait, petit à petit, en fait, tu passes des paliers, tu passes des étapes petit à petit.
Et c'est aussi une façon de... Alors moi, je ne m'en rends pas forcément compte parce que tu n'as pas toujours le recul. Mais en fait, plus tu vas en fait déployer ton univers, plus tu vas déployer ta personnalité, qui tu es, etc. En fait, plus tu vas monter ces paliers et plus tu vas avoir de retours. Et moi, j'ai jamais eu autant d'interactions avec les personnes depuis que je fais des stories, depuis que je fais des lives aussi. Là, j'en ai fait 2. Pour moi, c'était inenvisageable de faire des lives parce que je ne me sentais pas à ma place, je ne me sentais pas légitime, alors que j'ai créé ma propre place, mon propre univers, etc. Et en fait, j'ai toute ma place. Et je m'en suis rendu compte, là, pour te dire la vérité, je m'en suis rendu compte la semaine dernière quand même, que j'avais ma place en fait, et que j'ai créé en fait mon univers dans lequel je peux m'exprimer comme j'ai envie, je peux dire ce que j'ai envie, je peux déployer tout ce que j'ai envie, tout ce qui me plaît, tout ce qui me fait vibrer, et que en fait, on a tous notre place. Oui, oui. Puis c'est vraiment c'est une offre qu'on fait au monde. C'est peut-être un peu, enfin, mais c'est vrai que d'offrir ce qu'on a à apporter au monde, ça touche. Enfin, moi, je me dis juste si ces vidéos, elles peuvent parler à une ou deux femmes et puis faire que ça va avoir un impact dans leur vie, mais moi, j'ai tout gagné. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir 10 000 followers ou je sais pas quoi. C'est juste que si ça peut planter des graines, moi, c'est juste là où je me dis j'ai gagné si ça fait ça. Bah super, écoutez, moi je suis. Je vérifie juste qu'on a bien parlé de tout. Oui, bah écoutez, pour résumer, on dirait que donc il faut rester vigilante parce que les droits des femmes sont loin d'être acquis, qu'il ne faut plus, il faut plus réfléchir à place ou pas place. On offre ce qu'on a à offrir et comme tu le dis, Amélie, ça touche des gens, déjà ça nous permet nous de nous épanouir et c'est bien le principal. Et ensuite ça touche des gens et si ça a un impact, bah, c'est encore mieux. Et puis voilà, d'explorer toutes ces choses par rapport à être moins dans le faire et à être plus dans l'être, à mettre en route des routines quotidiennes pour se faire du bien, pour prendre du temps pour soi sans culpabiliser, enfin voilà, se faire plaisir, identifier. Alors ce qui est peut-être un peu plus laborieux, c'est quand on l'a pas encore fait, c'est d'identifier ce qui fait du bien. Voilà, s'il y a des gens qui ont des questions, moi je peux aussi envoyer des liens, des choses qui pourraient vous aider à faire ça, mais d'identifier ce qui nous fait du bien, le reproduire le plus souvent possible et voilà, et remplir son verre d'eau avant de. Enfin, moi, j'utilise toujours cette histoire du masque dans l'avion. S'il y a un problème dans l'avion, il faut d'abord poser son masque sur soi et ensuite on s'occupe des autres. Voilà. Et pour revenir un peu au côté entrepreneuriat, bah, c'est vrai que j'aime aussi cette image que quand on est entrepreneur, on saute dans le vide et puis on construit l'avion pendant qu'on est dans le vide. Donc, comme tu l'as dit, c'est bien, Dorine, on fait comme on peut. Enfin, voilà, on construit tout en même temps qu'on fait. Donc, c'est ça qui est déstabilisant, c'est ça qui n'est pas facile, mais en même temps, c'est ça qui est génial. Enfin, ça offre un luxe. Moi, je sais que pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Ça offre un luxe dans la façon dont on peut gérer son quotidien. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, je vous remercie toutes les deux pour tous les super apports que vous avez fait à cette émission. Donc, je rappelle à toutes les personnes qui regarderont la vidéo que tous les liens pour Dorine et pour Amélie seront dans la description. Et je vous remercie de cette belle émission. Pour cette deuxième émission, je suis ravie de tout ce qu'on a dit et de tout ce que vous avez apporté. Et pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes et puis à faire des commentaires. Si vous avez des suggestions pour d'autres thématiques d'émission, je suis ouverte à toutes vos propositions. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.